Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Marie-Ève Vautrin-Nadeau. Je suis conseillère aux formations et au développement des compétences à l'ACSM filiale de Montréal. Aujourd'hui, on a un beau webinaire sur les bienfaits de la nature, sur la santé mentale des grands espaces au milieu urbain. Donc, je vais prendre quelques minutes pour présenter la CSM filiale de Montréal. Les personnes qui ont un micro ouvert, si c'est possible de le fermer pour la concentration, ça va nous aider, Laura et moi. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais présenter la CSM filiale de Montréal, comme je l'ai dit. Je vais vous parler un peu des webinaires et ensuite, je vais vous présenter notre invitée, donc Laura Ducharme. Et ensuite, je passerai la parole à Laura pour la conférence. Donc, j'espère que ce programme vous convient. Permettez-moi de lire pour une belle présentation. Donc, la CSM filiale de Montréal, c'est quoi? Alors, on est membre d'un réseau pan-canadien centenaire. La filiale de Montréal donc, existe depuis 1979. C'est un organisme sans but lucratif on a vraiment pour mission donc la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale. On veut vraiment avoir un impact positif et durable sur le bien-être individuel et collectif des communautés montréalaises. Parfois, ça déborde, hein, bien sûr. On sait que avec Internet, il y a des gens d'un peu partout qui se connectent. Mais à la base, c'est ça notre mission. Je vais continuer à mettre des gens. Voilà. Et nous, on offre des webinaires pop-up qu'on appelle depuis quand même quelques temps. Ces webinaires-là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? En fait, ça s'adresse au grand public et on a toujours des thématiques particulières. Donc, on a déjà eu le bien-être numérique, la santé, le bien-être des hommes, l'art-thérapie. Donc, on essaie d'avoir des thématiques comme ça qui intéressent le grand public, parfois des publics plus précis. Ce qu'on vous invite à faire, étant donné que c'est vraiment des activités qui sont offertes sur une base ponctuelle, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est la CSM filiale de Montréal, on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous pouvez donc vous connecter et vous pouvez aussi consulter notre site Internet où on met les vidéos en fait en différé. Donc, si vous allez dans l'offre de services, vous allez voir un onglet webinaire et généralement, là, vous allez voir tous nos webinaires. Vous pouvez accéder aux liens vers nos webinaires et il y a vraiment des superbes informations là-dedans. Et l'idée, c'est toujours d'avoir des experts, des expertes de différents horizons, de différents milieux qui viennent apporter qui viennent partager leurs connaissances, leur savoir sur des thématiques qui sont liées à la promotion de la santé mentale et à la prévention de la maladie mentale. Donc, je vais enchaîner avec la présentation de Laura. Permettez-moi de lire pour bien présenter Laura. Alors, Laura Ducharme, qui est-elle? C'est la directrice générale de Maïkana, Intervention par la nature. Donc, c'est une diplômée en travail social donc de l'Université de Sherbrooke et en intervention plein air à l'Université du Québec à Montréal. Elle a développé une expertise en intervention clinique, en trauma complexe, en intervention par la nature et l'aventure, en leadership expérientiel, en sécurisation culturelle et en co-développement auprès des équipes de travail. En 2019, Laura a fondé l'organisme Maïkana, Intervention par l'aventure. Et c'est un organisme qui offre des services de formation et d'intervention psychosociale par la nature et l'aventure pour améliorer les conditions de santé mentale. Elle est aussi chargée de cours en intervention par l'aventure et le plein air, donc dans un AEC de spécialisation en intervention par l'aventure et le plein air au cégep de Bécomo. Elle est aussi formatrice en sécurisation culturelle pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la formation Kiwaseka et Wedokodadoin. Je ne sais pas si je prononce bien. Laura, tu pourras me corriger tantôt. Et depuis 2018, elle s'implique bénévolement comme intervenante, facilitatrice d'aventures thérapeutiques et photographe blogueuse lors des expéditions thérapeutiques avec des jeunes atteints de cancer avec la Fondation Sur la pointe des pieds. En juin 2021, Laura a été élue au conseil d'administration de son ordre, donc l'ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux.
Donc, elle a un mandat de 3 ans. Elle est récipiendaire aussi du prix Relève 2021 de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Et elle est aussi finaliste le prix Jeune Leader de l'année au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Donc, une très belle carte de route pour Laura. Laura, je vais te donner la parole pour le reste de la présentation. Je tiens à dire à tous les participants que Laura a préparé un beau cahier du participant, on peut dire de la participante, pour vous. Donc, je vais le mettre dans le clavardage. Vous allez pouvoir le télécharger. Laissez-moi juste 2 petites minutes pour faire ça. Donc, vous allez pouvoir le télécharger et vous allez pouvoir suivre avec ce cahier-là. C'est votre cahier à vous. Vous pouvez écrire dedans si vous l'imprimez, etc. Donc voilà. Merci beaucoup à Laura et à Maïkana pour cette conférence et pour le cahier du participant. Alors, Laura, je te donne la parole. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais poursuivre un peu dans la même veine, dans ce sens où je vais présenter un peu aujourd'hui, le plan MASH, principalement, là, ça va être vraiment de démontrer évidemment les bienfaits, mais de vous partager aussi différentes stratégies, des outils qu'on a développés chez Maïkana pour intégrer la nature et l'aventure au sein de votre quotidien, que ce soit au niveau de la santé physique, santé mentale, au niveau de la santé plus spirituelle aussi. Donc, l'objectif, c'est vraiment autant de vous outiller, puis de vous faire découvrir cette belle approche-là dont j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques années en arrière avant de me lancer officiellement dans l'entrepreneuriat social. Donc, je vais partir un peu de mon histoire personnelle pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui a mené justement à la création et à la fondation de Maïkana. Puis à travers ça, je vais pouvoir vous partager aussi différentes recherches, différentes données probantes, en fait, qui viennent appuyer de plus en plus les différents projets en intervention par la nature et l'aventure. Et c'est souvent une question qu'on de la pose fillette souvent. de Graine B morte à la suite de mois de traitement en 2019 demande à être libéré. Il y a un peu plus d'1 an, il a été condamné à passer 4 ans derrière les barreaux après avoir été reconnu. Excusez-moi, j'entends comme un son. Je ne sais pas si c'est possible, Marie-Ève. OK, parfait. Merci. Excusez, ça m'a un petit peu déstabilisée. Je vais revenir dans mon attention. Donc, comme j'expliquais, en fait, je vais partir un peu de mon histoire personnelle. Et l'objectif, en fait, c'est, il y a un auteur, il y a quelques années, en fait, si je me souviens bien, c'était Michel Tremblay qui avait dit « L'universalité part de soi ». Donc, je trouvais ça intéressant de dire, je vais partager un peu mon histoire personnelle en toute vulnérabilité et en toute humilité pour vous amener un peu dans cet univers-là de l'intervention par la nature et l'aventure. Puis à travers ça, je vais vous partager des études, des données probantes qui viennent appuyer justement sur le plan scientifique les bienfaits de la nature sur la santé mentale. Donc, c'est un peu la structure que je vous propose aujourd'hui. Donc, par où commencer? En fait, souvent, les gens me posent la question, c'est venu de où, en fait? Quand est-ce que tu as eu ce déclic-là de fonder, en fait, Maïkana? Ça vient d'où cette envie-là d'amener les gens dans un contexte expérientiel en nature lorsqu'il est question de santé mentale en tant que telle? Donc, en fait, je me souviendrai, en fait, toujours du moment précis où en fait, j'ai eu ce fameux déclic-là qui m'a poussé justement à fonder Maïkana, puis à m'aventurer un peu dans ce monde-là qui est quand même assez complexe, autant au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'intervention par la nature et l'aventure. Parce que vous allez voir, c'est vraiment c'est un univers en soi qui est en plein déploiement ici au Québec, mais aussi partout à travers le monde. Donc, en fait, plus précisément, février 2018, je suis en plein milieu du lac Saint-Jean. Je skie tranquillement sur les lacs, sur les glaces en fait du lac Saint-Jean. J'ai mon sac à dos, j'ai ma poulka avec moi, mon appareil photo. À ce moment-là, on traversait le lac Saint-Jean pour ramasser des fonds pour la Fondation Sur la Pointe des Pieds dans le cadre du double défi des 2 Mario, pour ceux et celles qui connaissent un peu ce fameux défi-là. Et c'est là que j'ai eu ce déclic-là, dans le sens qu'il faisait froid, j'avais la goutte au nez, j'avais mal partout, je puais probablement, mais ceci étant dit, malgré mon état un peu piteux, j'ai quand même eu un espèce de sentiment de profonde connexion, autant avec moi-même
qu'avec les autres participants, mais aussi avec la nature en tant que telle, avec cette immensité-là qui était exceptionnelle. Puis c'est le regard arrivé face à cette immensité-là que j'ai eu ce fameux déclic-là de dire, bien, cette nature-là, ce moment-là de profonde connexion, c'est exactement ça que j'ai envie de faire vivre à ma clientèle. Donc, au moment où, justement, j'étais sur le lac Saint-Jean avec la gang du Double Défi, bien, j'étais directrice clinique dans un centre de pédiatrie sociale, pour ceux qui connaissent le docteur Julien. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années, justement, en pédiatrie sociale avec une clientèle plus vulnérable. Et je me disais, je pense que ce que je vis là en ce moment, j'aimerais ça pouvoir le transmettre, j'aimerais ça pouvoir le faire vivre justement à mes jeunes qui vivent en contexte de vulnérabilité. Donc, c'est là qu'est venu ce déclic-là de dire, ben, je ne dois pas être la seule hippie un peu granola qui tripe sur la nature. Clairement, il doit y avoir des études, il doit y avoir des approches, il doit y avoir justement des données qui puissent appuyer justement ce type d'approche-là. Donc, c'est là qu'il m'est venue l'idée de dire, OK, ben, est-ce que je ne pourrais pas aller me former? Est-ce que je ne pourrais pas m'outiller davantage justement pour pouvoir développer ce type de projet-là? Cette expérience-là, en psychologie positive, l'expérience que j'ai vécue sur le lac Saint-Jean, on appelle ça l'expérience optimale. En d'autres termes, on appelle ça le flow. Donc, ce fameux flow-là, en fait, il arrivait à un bon moment dans ma vie. En toute humilité, puis je dirais en toute vulnérabilité, à ce moment-là de ma vie, en 2018, en fait, je venais de me faire domper là par mon chum. Au travail, ça a commencé à être difficile. J'ai commencé à avoir des symptômes de fatigue de compassion. Là, pour ceux et celles qui sont travailleurs sociaux ou psychologues, on est très à risque de subir malheureusement l'usure de compassion. Fait que je commençais à être un peu fatiguée par tous les enjeux que je vivais avec la clientèle qu'on peut retrouver avec les familles en contexte de vulnérabilité. Et en plus, à ce moment-là, j'ai appris que je perdais mon appartement parce que la maison dans laquelle je louais un appartement venait d'être vendue. Bref, ça allait vraiment pas bien là, dans cette période-là. Et veux pas, cette expérience-là optimale est arrivée juste à ce moment-là. Et ça a été vraiment un déclic important, autant au niveau professionnel, mais aussi personnel. Et c'était aussi une des rares fois dans ma vie où j'expérimentais l'espèce d'impermanence des choses, dans ce sens où autour de moi, j'avais comme des piliers sur lesquels je pensais m'appuyer. Puis là, mes piliers, du jour au lendemain, se détruisent, un peu comme la nature, veut pas, c'est comme un cycle qui se terminait. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait, OK, là, je ne sais pas qu'est-ce que la vie m'envoie comme message. Bon, je ne suis pas une personne qui est nécessairement religieuse, mais tu sais, clairement, il y a quelque chose qui se passait où il y a un message qui m'était envoyé pour dire, OK, il faut vraiment que je me déconstruise pour me rebâtir, pour vivre un peu plus en cohérence avec la nature et avec mes valeurs, puis les incarner un peu plus m'ancrer davantage, je dirais, dans le moment présent, dans ma zone de génie, puis de trouver une voie qui soit propre à moi. J'ai toujours, tu sais, quand je regarde un peu, je dirais, la carte topographique de ma vie personnelle et professionnelle, veux pas, il y a comme un tracé, il y a comme une espèce de cohérence un peu dans les actions ou les projets sur lesquels j'ai contribué. Avant, justement, de me retrouver sur le lac Saint-Jean en 2018, tu sais, j'avais travaillé, par exemple, avec les Premières Nations via le Wapikoni Mobile. Donc, j'avais fait du cinéma avec les Autochtones. J'ai travaillé en pédiatrie sociale aussi pendant presque 7 ans. Donc, en pédiatrie sociale, on utilisait beaucoup des approches alternatives qui permettaient de répondre aux besoins des enfants et des familles. J'avais justement eu l'occasion de collaborer avec, par exemple, la zoothérapie, l'art-thérapie, la musicothérapie. Donc, j'avais vraiment touché un peu à différentes approches qui sortaient un peu du cadre un peu plus conventionnel du travail social. Et à travers, justement, cette espèce je dirais, d'exploration des différentes approches alternatives, des approches un peu novatrices en travail social, c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, j'étais définitivement pas la seule
hippie granola qui tripe sur la nature, il y avait effectivement une approche qui s'appelle l'approche d'intervention par la nature et l'aventure, qui existe depuis plusieurs années, qui est en plein développement, je dirais, partout au Québec, mais aussi partout à travers le monde. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs recherches, plusieurs projets qui ont été développés dans les dernières années et qui ont été vraiment des inspirations pour moi sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. L'intervention par la nature et l'aventure, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a différentes visées. En fait, je vais vous en parler un peu plus tard de quelles sont les visées de l'intervention par la nature et l'aventure, mais ceci étant dit, c'est vraiment une modalité d'intervention qui a pour but justement de permettre aux patients ou de permettre aux personnes de s'engager activement dans un processus thérapeutique, mais toujours dans un contexte expérientiel, donc dans un contexte d'aventure de nature en tant que tel. Puis le but, souvent, ça va être de développer des nouvelles stratégies d'adaptation, de développer aussi, par exemple, des outils d'autorégulation émotionnelle. Et c'est toujours vécu dans des activités d'aventure qui sont vécues de manière expérientielle et en relation autant avec les autres qu'avec la nature. Donc, souvent, l'intervention par nature, l'aventure va souvent se faire en groupe en tant que tel, dans un cadre très spécifique avec des objectifs qui vont être identifiés en amont, en fait, de l'intervention en tant que telle. Il y a aussi de l'intervention individuelle qui se fait en intervention par nature, l'aventure. Je vais en parler un peu plus tard justement de cette visée-là, qui s'inscrit plus dans l'éco-psychologie en tant que telle. Mais ceci étant dit, ce sont les grandes lignes de qu'est-ce que c'est l'intervention par la nature et l'aventure. Donc, au Québec, en fait, on est rendu à peu près à 30 ans de recherche qui ont été faites sur différents projets par rapport à l'intervention par la nature et l'aventure et les différents bienfaits aussi que la nature peut procurer au niveau de la santé physique et de la santé mentale. Ailleurs dans le monde, on parle de plus de 50 ans, voire plus de 100 ans de recherche là, qui a été faite récemment. Donc, c'est sûr et certain que le Québec, on a un petit retard à rattraper, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré notre retard, je dirais qu'on est capable de se distinguer malgré tout par rapport aux autres projets, donc que je vais vous présenter un peu plus tard. Je vous disais qu'il y a plusieurs visées à l'intervention par la nature et l'aventure. Donc, on a évidemment la visée thérapeutique. C'est sûr qu'en tant que travailleuse sociale, au niveau, sur le plan clinique, en fait, en tant que tel, c'est sûr que chez Maïkana, on a beaucoup développé la visée thérapeutique et la visée managériale en tant que telle, mais il y a aussi la visée éducative. Donc, ce sont les trois grandes visées. Les différentes visées, je dirais, vont s'inscrire en fonction des objectifs qu'on veut atteindre avec les participants. Ça va dépendre évidemment du contexte dans lequel on travaille. Ça va dépendre aussi du professionnel qui encadre, en fait, l'intervention. Donc, évidemment, selon les actes réservés, c'est sûr et certain que ça va orienter les différentes visées. Donc, ce sont les différentes visées qu'on retrouve dans le champ de l'intervention par la nature et l'aventure. Évidemment, l'INA, en fait, l'acronyme pour les intimes, en fait, de l'intervention par la nature, l'INA, selon les différentes visées, il y a des approches, en fait, sous-jacentes qui vont venir se combiner en fonction, évidemment, des objectifs qu'on souhaite atteindre avec nos patients ou avec notre clientèle avec laquelle on travaille. Donc, fait que l'intervention par la nature, l'aventure, c'est comme un croisement, je dirais, entre différentes approches, dont l'approche expérientielle, l'approche centrée sur les forces, tout ça, qui vont venir s'entrecroiser pour permettre d'avoir un contexte d'intervention qui est intéressant et qui qui est cohérent, je dirais, avec les objectifs qui sont identifiés avec la clientèle. Donc, lorsqu'on parle de visée thérapeutique, bien, souvent, ça va être vraiment des objectifs un peu plus personnels, justement, à chacun des individus. Lorsqu'on est dans une visée éducative, bien, c'est sûr et certain que là, on va parler plus des écoles en plein air, par exemple, les CPE en plein air. On va parler aussi de comment la nature peut vraiment être une modalité expérientielle qui est intéressante pour les enseignants. Puis pour tout ce qui est en pédagogie en général, puis en andragogie, parce que oui, c'est possible effectivement d'avoir une visée éducative avec des adultes ou avec évidemment des professionnels.
Et on a la visée managériale lorsqu'on veut justement atteindre les objectifs un peu plus en lien avec le leadership, la consolidation d'équipe, les fameuses séances de team building aussi. Donc, le but, c'est vraiment d'atteindre vraiment des objectifs un peu plus, je dirais, qu'on retrouve en entreprise principalement, que ce soit sur le plan personnel, individuel ou plus en tant qu'équipe en tant que telle. Donc, ce sont les 3 grandes visées. C'est sûr que je ne vous le cacherai pas que tout dépendamment des chercheurs que vous lisez ou des praticiens, il y a beaucoup de, pas de controverses, je cherche le terme exact, mais on ne s'entend pas sur nécessairement la définition même de qu'est-ce qu'est l'intervention plein air. C'est pour ça que je vous présente les différentes visées parce que je trouvais que la façon de le présenter de cette manière-là, c'est clair, c'est précis, tout le monde s'y retrouve un peu dans cette définition-là et bien, ça permet justement d'inclure les différents paradigmes en fait qu'on peut retrouver au sein de l'intervention par la nature et l'aventure. Donc, comment je pourrais dire, c'est très rapide, là, c'est très, je dirais, c'est vraiment un résumé très court là, de qu'est-ce qu'est l'intervention plein air. Veux pas l'approche d'intervention plein air, je donne un cours complet de 60 crédits là, habituellement pour expliquer qu'est-ce qu'est l'intervention. Donc là, je vous fais ça très rapido presto, pour juste que vous ayez une idée de en quoi consiste justement cette approche-là, parce que je vais y faire référence au courant de la conférence. En 2021, j'ai eu l'opportunité de présenter en fait les résultats d'un projet pilote en 2022, excusez-moi, je me suis mélangée dans mes dates. En 2022, j'ai eu l'opportunité en fait de présenter les résultats d'un projet pilote d'aventure thérapeutique que j'ai réalisé avec des jeunes atteints de cancer en collaboration avec la Fondation C'est la pointe des pieds. Donc, on a présenté justement les résultats en Norvège dans le cadre du International Adventure Therapy Conference. Donc, c'est un événement qui se passe aux 3 ans environ, qui rassemble les grands praticiens de partout à travers le monde, les chercheurs et les praticiens en intervention par la nature et l'aventure. Donc, et j'ai eu l'occasion justement d'assister à différentes conférences qui parlaient des différentes approches et des projets qui sont développés partout à travers le monde en intervention plein air parce que effectivement, comme je disais au tout début, je ne suis pas la seule hippie un peu granola qui fait de l'intervention plein air. On est des centaines, voire des milliers partout à travers le monde qui appliquent cette approche-là. On a des psychiatres, on a des travailleurs sociaux, des médecins, des psychologues, des éducateurs, des consultants qui utilisent cette approche-là de plus en plus avec leur clientèle et juste au Québec, on est rendu avec plusieurs programmes universitaires qui, justement, s'intéressent à développer cette approche-là et d'outiller les professionnels pour qu'ils puissent intégrer ça dans leurs approches. Je trouvais ça intéressant parce que dans le cadre, justement, de cette conférence-là, j'ai assisté à une conférence sur comment la nature peut être une co-thérapeute pour nous en tant que professionnels. Puis elle avait montré ce schéma-là, en fait, là, qui est issu d'une recherche sur la perception qu'on a de la connexion avec la nature. Donc, tout dépendamment comment le discours qu'on va porter, en fait, sur la nature puis sur la relation qu'on a avec elle va influencer, veut pas, la façon qu'on va se comporter avec elle. Donc, et c'est un processus. Et l'objectif, en fait, c'est d'éventuellement d'intégrer la nature à son soi personnel, dans ce sens qu'au départ, on a tendance souvent à dire que la nature est quelque chose qui est externe à nous, alors que la nature, c'est nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est à travers le processus, justement, d'intervention par la nature et l'aventure, à travers, justement, le cheminement qu'on fait avec la clientèle, l'objectif, c'est de dire la nature fait partie de toi. Elle peut s'intégrer en tant que telle et ça fait partie justement des objectifs de l'INA en tant que tel, surtout sur le plan thérapeutique, je dirais, mais je trouve ça intéressant de vous présenter ce diagramme-là parce que ça nous permet de voir, OK, moi, je me situe où à travers justement la perception que j'ai de la nature et c'est quoi le discours qu'on porte en fait par rapport à elle. Donc, c'est un schéma qu'on retrouve là, dans la recherche là, que je vous ai mis. Je vous l'ai mis d'ailleurs dans votre carnet de bord, mais elle est présente aussi sur la vignette présente.
Autre schéma que je trouvais intéressant qui a été présenté dans le cadre de cette conférence-là, c'est ce modèle-là là, du Nature-Based Psychothérapie. Désolée, mon anglais. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est de voir comment la nature, encore une fois, va s'inscrire dans cette espèce de relation-là, dans ce triangle-là entre la personne qui bénéficie en fait de cette approche-là, la thérapie en soi et la nature. Donc, c'est un modèle qui est intéressant parce que ça permet de mettre la nature au cœur même de nos interventions et ça permet aussi d'engager, je dirais, la nature et même le patient dans le cadre de cette intervention-là. Donc, je trouvais ça intéressant de voir la nature vraiment comme un être en part entière avec lequel on peut interagir, qu'on peut vraiment intervenir, fait qu'on est vraiment dans une relation de co-intervention avec la nature et avec le patient. Donc, fait que c'est un modèle qui a été présenté dans le cadre de cette conférence-là. Donc, c'est un modèle qui est développé surtout, je dirais, principalement au Danemark, mais c'est un modèle aussi qui a été développé en Norvège et bien évidemment en Suède aussi. Donc, on voit que les pays scandinaves, encore une fois, ont une longueur d'avance sur nous par rapport à cette approche-là. Quand on parle d'intervention par la nature, l'aventure, qu'on parle de relation avec la nature, on a tendance à penser que la nature, c'est faire une expédition dans le fin fond des monts Grou ou aller en Afrique. Ben non, la nature, elle est beaucoup plus proche qu'on peut le penser et la nature va s'inscrire sur un continuum. Fait que souvent, quand je commence un suivi avec un groupe en intervention plein air, la première question que je vais poser, ça va être de dire, toi, c'est quoi, premièrement, le discours que tu portes sur la nature? Puis, c'est quoi le type de nature qui est accessible pour toi? Que ce soit ta cour en arrière, ton jardin, ton quartier, ta rue, ta ruelle, ça peut être des espaces qui sont aménagés. Donc, la nature en soi, elle est beaucoup plus proche qu'on peut le penser. En fait, Montréal, si vous avez la chance de vous promener justement sur le Mont-Royal, et que vous vous rapprochez de l'espèce de gros chalet qui est en haut du Montréal. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom de ce chalet-là. Mais en fait, la pierre en fait, qui a été utilisée pour bâtir en fait le chalet, vous allez retrouver des fossiles à l'intérieur même des pierres. Donc, c'est hyper intéressant parce que la nature, elle est beaucoup plus proche qu'on le pense, encore une fois. Et juste en se promenant dans les rues, des fois, juste en observant, puis en regardant plus précisément, que ce soit par terre ou les bâtisses en tant que telles, la nature, elle est vraiment présente, elle est autour de nous et elle est beaucoup plus accessible qu'on peut le penser. Donc, ces espaces-là de nature, effectivement, plus ils sont accessibles, plus effectivement, ils vont avoir un bénéfice au bout du compte, que ce soit sur notre santé, mais aussi sur la santé, je dirais la santé communautaire, en fait. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que Montréal, malgré le fait que ça soit une ville très, très urbaine, ça s'inscrit quand même dans le continuum de la nature et ces espaces-là verts peuvent être utilisés là, pour notre bien-être, en fait. Il y a même des recherches qui ont démontré que plus on a accès à des espaces de nature, plus ça peut même jouer sur l'espérance de vie. Donc, un individu qui, par exemple, peut, vivre en contexte de vulnérabilité, mais qui a accès à des espaces verts, qui a accès justement à une ruelle verte, il va avoir une certaine augmentation au niveau de son mode de vie, au niveau de son bien-être de vie en tant que tel, comparativement à une personne qui est plus nantie, mais qui, malheureusement, n'a pas nécessairement cette accessibilité-là au niveau de la nature en tant que telle. Fait que je trouvais ça intéressant. C'est une recherche, justement, qui se retrouve dans votre carnet de bord à la toute fin. C'est une recherche allemande, en fait, qui s'intéressait aux écarts socio-économiques entre les différents individus et l'accessibilité des espaces, en fait. Donc, super intéressant de voir les impacts que ça a, oui, sur le plan individuel, mais aussi sur une communauté complète en tant que telle. Une autre recherche qui a été faite récemment, que je fais récemment, on est rendu quand même en 2023, des fois,
ça va vite, là, dans le sens que ça a été fait en 2004, en fait. Au début des années 2000, il y a 2 chercheurs qui se sont intéressés à dire est-ce que la nature ou l'exposition à la nature pourrait diminuer les symptômes reliés au TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'est une recherche qui a été très marquante, en fait, dans mon cheminement, là, dans mon cursus scolaire, parce que je la trouvais vraiment intéressante, puis je trouve qu'elle donnait des données très intéressantes sur lesquelles je pouvais m'appuyer pour monter les différents projets d'intervention plein air que je vais vous présenter un peu plus tard. Et il disait, les conclusions de cette recherche-là, c'est que un enfant qui aurait un diagnostic de TDAH, si on l'expose 30 minutes à l'extérieur dans un espace vert, que ce soit dans la cour arrière ou dans un parc urbain ou dans la cour d'école, s'il passe plus de 30 minutes à l'extérieur, on voit une diminution de plus de 50 des symptômes de TDAH. C'est quand même majeur, 50 Donc, on voit vraiment les impacts sur l'attention, par exemple, sur la gestion émotionnelle, au niveau de socialisation. On a des enfants souvent, justement, qui, de par leur TDAH, des fois, peuvent être un peu maladroits socialement, mais avec le 30 minutes en nature, on a vu vraiment une amélioration au niveau de leur relation et que les chercheurs avaient proposé, en fait, comme hypothèse que ça serait peut-être même possible que la nature puisse être une alternative à la médication. Alors, on sait très bien que la médication, non seulement elle est très stigmatisante pour ces enfants-là ou même ces adultes-là qui sont diagnostiqués avec un TDAH, mais il y a aussi tous les effets secondaires qui sont rattachés à la médication, que ce soit sur le plan du développement socio-affectif ou même sur le plan cognitif. Ça a vraiment des impacts de ce côté-là. Donc, de pouvoir utiliser la nature comme un levier d'intervention, puis même une alternative à la médication pourrait être éventuellement envisagée. Évidemment, le but de mon partage par rapport à cette recherche-là, ce n'est pas de dire arrêtez de prendre vos médicaments, puis aller dans la nature, puis donner un câlin aux arbres. Ce n'est pas ça du tout, mais c'est juste que c'est intéressant de peut-être envisager éventuellement de travailler dans ce sens-là, de dire bien, nos enfants, quand ils sont à l'extérieur, bien, il y a des effets bénéfiques importants sur la santé cognitive, la santé socio-affective et développementale de nos enfants. Donc, super recherche qui se retrouve encore une fois dans votre carnet de bord. C'est quelque chose qui vous intéresse, allez la lire, c'est très intéressant, les différentes alternatives que ces chercheurs-là amènent. Parlant justement de proximité avec la nature et de santé des enfants, encore une fois, quand j'étais en Norvège, j'ai eu l'occasion d'assister à cette conférence-là. Donc, c'est une pédopsychiatre qui travaille à l'hôpital d'Oslo en Norvège et ils ont travaillé à développer un projet de cabin in forest, donc une espèce de petite cabine dans la forêt qui est à proximité de l'hôpital. Donc, au départ, il y a quelques années en arrière, ils se rendaient compte que les enfants qui étaient hospitalisés et qui devaient être suivis en pédopsychiatrie, souvent, c'est des enfants qui étaient refermés, qui s'ouvraient très difficilement au pédopsychiatre ou au psychologue. Et cette psychologue-là que vous voyez, en fait, elle a décidé d'amener les enfants dans la nature. Il y avait une forêt à proximité de l'hôpital. Donc, elle a commencé à amener les enfants à l'extérieur et elle a vu vraiment une différence majeure au niveau du suivi, puis même au niveau de l'hospitalisation des enfants. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont carrément décidé de construire une petite cabine en plein milieu de la forêt, à quelques pas justement de l'hôpital. Et c'est là que les séances se font avec les psychologues auprès des enfants qui sont hospitalisés là, dans cet hôpital-là. Je trouvais ça fantastique, je trouvais ça hyper intéressant et d'une simplicité. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'initiatives comme celle-ci qui seraient inspirantes pour nous au Québec au niveau de notre système de santé parce que ça se fait ailleurs dans le monde, c'est ça que j'ai envie de dire. Et ils ont commencé justement à documenter les impacts de cette cabine-là en forêt sur la santé mentale des enfants et les bénéfices sont incroyables en fait. Fait que c'était super intéressant. Je voulais vous partager un peu cette initiative-là que je trouve vraiment fantastique et qui est quand même assez simple. Tu sais, c'est quand même réaliste de pouvoir éventuellement réfléchir lorsqu'on a, par exemple, à bâtir des hôpitaux ou à bâtir des centres communautaires. Bien, pourquoi ne pas justement regarder s'il y a des espaces verts à proximité pour justement amener les patients à l'extérieur, puis les amener justement à sortir un peu de ce contexte-là hospitalier qui peut être extrêmement stressant et qui peut venir même exacerber en fait certains symptômes chez les patients qui sont aux prises avec des problématiques. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager ça.
Toujours un peu dans cette même visée-là au niveau scientifique, il y a une recherche qui est sortie en 2018 sur comment la connexion entre l'humain, la nature et la santé de la planète, comment ça peut être une formule gagnante. Les autres, ils utilisaient le terme win-win, en fait, excusez l'anglicisme en tant que tel, mais comment ça peut être une formule gagnante pour tous en tant que tel. Les éléments à considérer dans cette connexion-là entre l'humain et la nature et la santé de la planète, c'est de dire, bien, plus justement la nature, il y a une certaine proximité qui va s'établir entre l'humain et la nature. Donc, plus il y a cette proximité, plus je vais m'exposer à cette nature-là et plus il va y avoir une espèce de, je dirais, un effet bénéfique, oui, sur le plan de la connexion, mais aussi sur le plan restauratif, dans le sens que lorsqu'on parle d'une nature qui est restaurative, c'est de dire que la nature a des effets bénéfiques au niveau du système parasympathique et sympathique. Ça a un impact aussi sur tout ce qui touche justement le cardiovasculaire en tant que tel. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont démontré les impacts de cette nature, de l'exposition à la nature et de cette proximité-là sur les différentes sphères du développement de la personne. Et bien, veut pas, bien, parce que justement, il y a une exposition, une connexion avec cette nature-là, bien, ça va augmenter le niveau de qualité de vie de la personne. Donc, des conditions de vie de la personne. On le sait maintenant que les déterminants de la santé, les déterminants sociaux de la santé ont un impact majeur. Donc, à comment la nature et la planète peuvent contribuer à être des déterminants qui sont importants au niveau de la santé puis au niveau de la qualité de la qualité de vie des individus et même d'une société, en fait. Donc, c'est un schéma que je trouve super intéressant et c'est une recherche que je vous invite fortement à lire. Là. C'est très intéressant de voir un peu les liens qui se sont établis entre l'aspect, justement, connexion et, je dirais, curative, en fait, de la nature sur la santé globale de l'humain, mais aussi la santé de la planète. Parce que la nature veut pas et le plein air en général jouent sur une gamme de motivations. Non seulement, ben, veut pas, quand on est en nature, ben, il y a un contact un peu intuitif là, qui va s'établir naturellement avec la nature parce que ça fait pas si longtemps que ça là, qu'on est tous dans notre maison avec notre garage, puis notre voiture, notre chien, dans ce sens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'être humain était nomade. Donc, la nature, c'est un lieu qu'on connaît. C'est intéressant de voir que ce contact-là intuitif, malgré qu'il y ait une rupture quand même assez importante avec la nature depuis les dernières années, ça reste que ce contact-là, il est quand même présent. Et ça ne prend pas beaucoup de temps avant de reconnecter avec elle. L'autre chose aussi qui est intéressante dans la nature, c'est qu'elle fait appel aux 5 sens, hein, que ce soit la vue, l'odorat, tout ça. Donc, les 5 sens, ça fait en sorte que on peut jouer sur différents plans lorsqu'on est dans la nature. Juste pour vous donner un exemple, il y a une étude qui avait été réalisée en 1984. Donc, je n'étais même pas née, juste pour vous donner une idée. Fait que l'étude a plus de 40 ans. Fait que je viens de vous donner mon âge. Fait que l'étude réalisée en 1984 par Roger Ulrich. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de lire cette recherche-là. C'est devenu un incontournable, en fait, là, pour démontrer les bienfaits d'avoir accès à une vue sur un espace naturel. Puis en résumé, l'étude, en fait, portait sur la récupération post-opératoire des patients dans un hôpital en Pennsylvanie, excusez-moi, entre 1972 et 1980. Et là, M. Ulrich, ce qu'il avait fait, en fait, c'est qu'il avait demandé à prendre une quarantaine de patients. Il les a divisés en 2 groupes. D'un côté, il y avait une vingtaine de patients qui étaient suite à une opération, dans le fond, qui était hospitalisée dans une chambre qui n'avait pas accès à la nature. Fait que donc, une chambre avec une fenêtre qui donnait, par exemple, sur le stationnement ou sur un mur de briques. Et l'autre groupe, en fait, était exposé à un espace naturel. Donc, ça peut être, par exemple, une vue sur la forêt ou sur le parc d'à côté ou carrément une image avec la nature. Bref, l'objectif, en fait, de cette étude, c'était de voir est-ce que le fait de voir la nature a un effet restauratif, encore une fois, ou a un effet bénéfique sur la convalescence des patients. Puis effectivement, les patients qui ont été exposés à la nature, en fait, non seulement ils récupéraient beaucoup plus rapidement,
mais ils utilisaient moins d'analgésiques, en fait, puissants au niveau de la douleur en tant que telle. Et bien, évidemment, de la part de l'équipe des infirmiers et des infirmières, il y avait beaucoup moins de commentaires négatifs. De la part, justement, de l'équipe médicale. Donc, c'est intéressant de voir que juste le fait d'être exposé à la nature, juste le fait de voir la nature, bien, ça a un effet vraiment curatif hyper intéressant qui peuvent très bien s'inscrire même pour des patients en chirurgie post-opératoire ou quoi que ce soit. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager cet aspect-là. Et quand on dit que la nature fait appel au sens, bien, effectivement, elle fait non seulement appel au sens, mais elle a un impact direct en tant que tel. Donc, voilà pour justement je dirais, les différentes dimensions qui touchent principalement la notion de nature. Mais l'autre chose que je trouvais intéressant de vous partager, c'est la notion d'effort et de l'espèce de, je dirais, de diagramme entre l'effort et le risque sain. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle qui ont déjà entendu parler de la notion de risque sain. De ce qu'on appelle en fait la fameuse expérience optimale, c'est que lorsqu'on parle du risque sain, justement, l'objectif, c'est de dire, OK, on va prendre des enfants ou on va prendre un groupe d'adultes, on les amène en nature, on va vraiment évaluer le niveau d'habileté de la personne, puis on va évaluer le niveau de risque, en fait, ou de difficulté qui est rattaché à la tâche ou à l'activité en plein air en tant que telle. Et l'objectif, c'est de trouver un parfait équilibre entre je vis, comment je vais dire, je découvre une nouvelle activité, mais en même temps, je ne vais pas non plus, je vais pas me mettre en échec ou me mettre en danger en tant que tel. Et ce parfait équilibre-là n'est pas toujours facile parce que ça va dépendre vraiment de chacun des individus, de chacun des groupes, de l'histoire de chacun des individus. Et je voulais vous présenter ce petit schéma-là qui vient justement d'un programme qui s'appelle ALEX, qui est l'éducation par la nature en service de garde éducatif à l'enfance. Donc, c'est un programme qui a été développé il y a quelques années en arrière. Super beau programme que je vous invite encore une fois à voir si c'est quelque chose qui vous intéresse auprès de plus la petite enfance. Et eux, ils utilisent le terme « délicieuse incertitude ». Je trouve ça tellement beau, tellement mignon. Donc, l'objectif, c'est d'amener justement nos participants ou d'amener la personne dans cette délicieuse incertitude. Donc, c'est de bien doser justement le niveau de risque versus le niveau d'effort et de compétences des gens avec lesquels on part en nature en tant que tel. Et ça, bien, la nature, c'est ce qu'elle permet. Ça serait plus difficile d'atteindre cette délicieuse incertitude, mettons, si je faisais des cours de, je ne sais pas moi, de tricot, OK? Fait que ça va être, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de tricot avec les gens, mais ceci dit, si on veut justement amener nos participants à vivre cet état-là de délicieuse incertitude, bien, la nature est un beau laboratoire pour ça, en tant que tel. Autre élément qui est vraiment hyper pertinent et qui est pour moi, c'est vraiment le cœur même, je dirais, de pourquoi je fais de l'intervention par la nature et l'aventure aujourd'hui, c'est la notion de connexion et de résonance. Je ne sais pas pour ceux et celles qui connaissent le sociologue allemand Hartmut Rosa. Je trouvais ça intéressant parce que récemment, dans un article de B-Side Magazine, super magazine que je vous conseille aussi de vous abonner le plus rapidement possible. C'est vraiment, c'est des articles de fond qui sont vraiment extraordinaires et leur objectif, leur mission, c'est effectivement d'établir un pont entre la nature et les individus. Mais ceci dit, dans cet article-là, l'autrice cite Hartmut Rosa comme quoi il dit que l'accélération serait le problème central de notre temps, dans ce sens où on vit dans une société où tout va de plus en plus vite. Et lui, ce qu'il expliquait, c'est que le concept de résonance, donc et la résonance, en fait, permet justement de pouvoir, comment dire, rentrer en connexion, en relation avec l'autre en tant que tel. Et cette résonance-là, elle est essentielle et pourrait effectivement contrer cette accélération-là dans laquelle on vit et pourrait éventuellement nous sortir un peu de l'aliénation. Lui, il parle beaucoup du concept d'aliénation dans lequel on vit comme société. Et, bien, veut pas en nature, bien, c'est encore une fois, c'est un laboratoire expérientiel extraordinaire dans lequel on vit des moments de connexion et des moments de résonance, autant avec soi-même, avec les autres et évidemment avec la nature en tant que telle. Donc, je voulais vous partager ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Hartmut Rosa a écrit un livre qui s'appelle « Résonance ». Donc, c'est un concept qui vous intéresse, là. Je vous invite fortement à le lire.
L'article aussi, là, je pourrais vous partager l'article d'Ambicide qui parle du concept de résonance et d'accélération qui est très intéressant, très pertinent et qui vient nourrir un peu justement la réflexion et la relation qu'on a avec la nature en tant que telle. Donc, Maïkana. Depuis tout à l'heure, je vous parle de Maïkana, ça vient d'où? Bon, Maïkana, au départ, c'est un projet pilote qui a commencé en juin 2019, en fait, précisément. Donc, en 2019, j'ai justement, suite à mon expérience que j'avais vécue avec la Fondation C'est la Pointe des Pieds sur le lac Saint-Jean, on se rappelle de moi avec la morve au nez, qui a un peu froid, qui a mal aux yeux, tout ça. Cette expérience-là optimale m'a amenée à dire, OK, moi aussi, je veux faire un projet pour répondre justement aux besoins de ma clientèle. Donc, il y a dans le fond, le projet pilote, c'était un projet qui combinait l'intervention par nature d'aventure avec de la zoothérapie. Donc, on a combiné deux approches novatrices et alternatives pour répondre à des besoins. Et dans le fond, pendant 8 semaines, on a sorti des jeunes. Donc, c'est des jeunes qui étaient référés par les centres jeunesse, le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on avait des jeunes aussi du Carrefour Jeunesse-Emploi qui nous ont été référés. Puis ces jeunes-là, on les a sortis toutes les semaines pendant 8 semaines, à 2 à 3 heures à l'extérieur, toujours accompagnés des chiens. Et l'objectif, en fait, c'était de permettre à ces jeunes-là de développer des compétences, de développer des stratégies, des outils sur le plan émotionnel, évidemment, mais surtout au niveau de la socialisation. Donc, c'était des jeunes, en fait, qui avaient des grands enjeux, des grands défis de socialisation. Donc, j'avais des jeunes qui avaient, par exemple, trouble du spectre de l'autisme de niveau 1. J'avais des gens qui vivaient avec un TDAH. J'avais des jeunes aussi qui avaient des traumatismes complexes dans l'enfance aussi. Donc, ce projet pilote-là, finalement, c'est devenu plus grand que moi, dans ce sens où ça a eu des impacts majeurs sur mes jeunes. Donc, j'ai des jeunes, par exemple, au début, qui étaient hyper refermés sur eux-mêmes, qui avaient beaucoup de difficultés justement à rentrer en relation, à nommer leurs émotions, à nommer les choses. Mais à la toute fin de ce projet-là, quand on est sorti justement au parc du Mont-Sutton, c'était les premiers en avant à leader le groupe avec leurs cartes et à prendre leur place, à s'exprimer. J'ai des parents qui m'ont dit, c'est la première fois que mon jeune participe à un projet de A à Z et qui ne décroche pas. Donc, ça a été vraiment hyper positif, ce projet-là. Et par la suite, ça a eu tellement un effet incroyable, autant sur les jeunes, mais sur la communauté. On a gagné des prix. Donc, depuis 2019, le projet pilote est finalement devenu une entreprise. Donc, je suis devenue entrepreneur malgré moi. fait que c'est ça. Souvent, je fais des blagues, je dis souvent, c'est l'entrepreneuriat qui m'a choisi et non le contraire, dans ce sens que ce n'était pas du tout prévu dans mon parcours que je devienne une entrepreneur. J'apprends encore, je ne vous le cacherai pas. Tu sais, je suis quand même une fille de terrain à la base, donc c'est ça. Ça a été tout un cheminement, je dirais. Et je continue à apprendre énormément en tant que directrice générale maintenant. Mais ceci dit, depuis 2019, on a gagné aux entreprendre au niveau local et régional. On a gagné aussi des prix. On a gagné un prix aussi avec Mountain Equipment Co-op qui nous a offert aussi une bourse là, pour propulser ce projet-là. J'ai voyagé en Norvège, en Allemagne, en France, partout un peu avec ce projet-là en tant que tel. On a reçu évidemment du soutien financier de futurpreneurs. Bref, c'est un projet qui s'est mis à grandir très, très rapidement. Puis aujourd'hui, je suis très fière de l'équipe et de voir que le projet est devenu plus grand que moi. C'est une des raisons pourquoi en janvier, on a pris la décision que Maïkana devenait un organisme à but non lucratif. Donc, j'ai envie que ce projet-là puisse être propulsé à son plein potentiel. On a plus de 23 projets d'intervention plein air qui ont été faits partout à travers le Québec. On a plus de 35 formations et ateliers conférences qu'on a montés sur la santé mentale, sur l'entrepreneuriat, le leadership puis l'intervention par l'aventure. Et en tout, là, on vient d'atteindre plus de 1220 participants et participantes là, au niveau des formations, des ateliers conférences et des expéditions qu'on a fait. Et on est en train de développer 3 divisions. Donc, on a une première division en Montérégie avec une yourte. Donc, pour ceux et celles qui sont en Montérégie, n'hésitez pas à faire un petit coucou à notre yourte qui est à Saint-Paul-à-l'Île-aux-Noix. Mais on a aussi, dans le fond, des projets qui se font dans la région de Québec. Puis, on est en train de développer une division au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Donc,
Fait que c'est un projet qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années et ce n'est que le début. C'est ça que j'ai envie de dire, étant donné qu'on a de plus en plus de demandes. On voit qu'il y a vraiment un engouement, en fait, pour ça. Je pense que la pandémie a fait réaliser à quel point cette connexion-là avec la nature et l'aventure est essentielle, autant sur le plan personnel et professionnel. Puis c'est vraiment dans cette optique-là que je veux que Maïkana puisse tranquillement prendre sa place et puisse se développer à son plein potentiel. On a développé aussi une gamme de services aussi pour être capable de répondre à la demande, là, parce qu'on a beaucoup de demandes ces temps-ci. Fait que on a vraiment développé justement des outils pour mieux répondre aux besoins des milieux, que ce soit au niveau des professionnels de la santé, des services sociaux. On accompagne beaucoup des professionnels qui veulent développer leur propre projet. Donc, je dirais que c'est beaucoup ça qu'on fait ces temps-ci. On travaille beaucoup avec les entreprises aussi pour justement comment intégrer la nature et l'aventure pour mobiliser leurs équipes, pour travailler leur leadership, pour qu'ils puissent être outillés à leur plein potentiel en tant que tel. Donc, c'est vraiment ce genre de service-là qu'on offre depuis, je dirais, depuis 2 ans. Là, c'est sûr que la pandémie nous a amenés à restructurer, à revoir comment on peut mieux répondre aux besoins. Mais ceci étant dit, on est rendu vraiment avec une gamme de services qui permet de répondre à différents besoins selon, évidemment, les organisations qui nous appellent. Donc, les projets qui sont en cours, pour ceux que ça intéresse, on a un projet pilote qui se fait en ce moment avec le camp Port-Neuf qui s'appelle Bivouac, qui est un programme d'intervention plein air qui facilite la transition entre le primaire et le secondaire pour les élèves de 6e année. Donc, on travaille avec des cocos de 6e année qui ont des défis. La transition entre le primaire et le secondaire n'est pas facile. Donc, l'objectif, c'est vraiment de leur offrir, en fait, un espace en intervention plein air qui leur permet d'être outillés pour faciliter cette transition-là. Tout récemment, en fait, on a développé aussi le parcours loup, en fait, qui est leadership conscient par l'aventure avec la Chambre des commerces. On a eu 4 cohortes, en fait, de jeunes entrepreneurs qui ont participé à ce parcours-là, qui était offert en collaboration avec la Chambre des commerces. Donc, le parcours loup, ça s'adresse vraiment aux entrepreneurs, mais je dirais n'importe qui a envie d'optimiser son leadership conscient, c'est possible de le faire via ce parcours-là. Donc, ça a été un super beau projet, une belle collaboration. On est en train de développer en ce moment un premier soin en santé mentale en région éloignée en partenariat avec Sirius Medix. Donc, on est très fiers de ce projet-là. Ça, c'est vraiment mon bébé, là, ce projet-là. Qui est en plein développement. Donc, prochainement, pour ceux qui veulent faire des premiers soins en région isolée, il va y avoir cette formation-là qui va être offerte en collaboration avec Sirius Medix et Maïkana va être le partenaire principal, le fournisseur principal de cette formation-là. Donc, je pourrais vous en parler. Là, on a beaucoup de projets en ce moment. Là, on collabore aussi beaucoup avec les écoles via le programme EX3, avec les sports loisirs Montérégie. Donc, les URLS de partout à travers le Québec sont en train de développer justement des différents projets pour permettre d'amener le plein air dans les écoles, d'amener justement le plein air dans les communautés. Donc, Maïkana, on a vraiment une belle collaboration avec eux. Donc, puis on a évidemment plusieurs ateliers conférences en plein air sur différentes thématiques qui nous sont demandées, autant en entreprise, en organismes communautaires qu'en institutions. Donc, dans les universités, par exemple, les cégeps. Donc, c'est un super, c'est vraiment, on est vraiment en plein développement, en plein déploiement. Donc, c'est beau de voir que c'est parti d'un petit projet, projet pilote, qui devait avoir une fin, puis que finalement, il n'y a jamais eu de fin. C'est comme une date que finalement, tu finis par être marié avec cette personne-là. Là. Donc, voilà. Fait que c'est un peu les projets qui sont en cours. Parmi justement les différents projets, on a développé des outils, des façons de faire, des stratégies. Dans votre carnet de bord, je vous ai partagé 2 outils que j'utilise régulièrement avec la clientèle avec laquelle on travaille. Puis je vous invite à le faire. Donc, après la conférence, n'hésitez pas à prendre votre carnet puis de vraiment porter une réflexion sur c'est quoi votre relation avec la nature. C'est quoi les activités que vous pratiquez qui permettent cette connexion-là avec la nature? Puis sur le continuum, vous vous situez où? Est-ce que vous pratiquez souvent plus dans votre quartier? Est-ce que c'est plus dans des espaces extérieurs aménagés ou est-ce que vous faites du jardinage? Donc, je vous invite à utiliser ce bilan-là en tant que tel ou le faire même avec les gens avec lesquels vous travaillez, pour ceux et celles qui sont plus en intervention ou même en éducation en tant que tel.
Un autre outil que j'aime beaucoup, que je vous invite à explorer. J'ai demandé je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le docteur Pascal Brion, qui est psychologue et qui est chercheur à l'UQAM. Elle a écrit un fantastique livre qui s'appelle « Entretenir sa vitalité d'aidant ». Donc, j'ai demandé à Mme Brion si je pouvais utiliser ce qu'elle appelle les autosoins. Donc, je me suis inspirée un peu de son travail et c'est de dire, bien, pour chacune des sphères de ma vie ou chacun des soins, comment justement la nature peut y contribuer, que ce soit au niveau sur le plan cognitif, émotionnel, spirituel ou professionnel. Donc, je vous invite justement à porter cette réflexion-là de dire bien, comment la nature peut s'intégrer dans chacune de ces sphères-là. Puis, en même temps, c'est de dire bien, si effectivement la nature n'est pas dans cette sphère-là, pourquoi et comment je pourrais intégrer davantage la nature. D'ailleurs, quelques petites stratégies pour intégrer la nature si vous manquez d'idées. Moi, j'aime bien me planifier des moments verts. On parle beaucoup de temps blanc ces temps-ci pour justement permettre une certaine déconnexion digitale. Moi, j'appelle ça des temps verts, donc des moments verts dans votre semaine, votre fin de semaine. Donc, des moments verts, ça peut être aussi simple de dire, bien, je vais aller marcher, mettons, sur l'heure du dîner, dans le parc à côté ou je vais manger à l'extérieur. Donc, ces moments-là, puis c'est vraiment des moments pour vous. Donc, c'est un truc qui est un truc que je donne souvent aux gens, de vraiment le mettre dans l'horaire, des petits moments verts, puis même d'utiliser la couleur verte là, pour être sûr et certain que c'est bien clair dans votre agenda. Autre stratégie que je trouve intéressante, c'est quand vous vous réveillez, bien, plutôt que d'aller directement sur son cellulaire, hein, on a souvent ce réflexe-là d'aller sur notre cellulaire, puis surtout qu'il y en a que souvent, c'est leur comment je pourrais dire, leur cadran. Bien, de tout de suite prendre un temps de se lever et de prendre soin d'un être vivant. Donc, une plante verte, votre chum, votre chien, votre chat, votre blonde, bon, peu importe en tant que tel, vos enfants, de vous connecter avec un être vivant avant de vous connecter avec un être virtuel, en fait. Donc, ça aussi, c'est une petite stratégie qui fait toute une différence dans notre matin en tant que tel. Pour les parents, faire de ses enfants ses partenaires d'aventure. Il y a plusieurs organisations, justement, dans votre carnet de bord, je vous ai mis des exemples d'organismes et de projets qui existent en ce moment en intervention plein air. Il y a Timous d'Ambrousse, qui sont super, qui ont plusieurs divisions partout à travers le Québec. Puis eux, ils vous outillent en tant que parents pour que vos enfants deviennent vos partenaires d'aventure. Fait que d'intégrer vos enfants dans vos activités de plein air, c'est aussi une façon c'est une stratégie qui est intéressante à intégrer dans les différentes sphères de votre vie. Puis au niveau du travail, peut-être un petit truc et astuce. De plus en plus, je vois là, des gens qui font des réunions en marchant, de type un peu walk and learn. Donc, de partir, plutôt de faire justement la réunion dans un bureau plate en dessous des néons, bien, on va dehors, on marche. Puis souvent, justement, quand on marche, bien, notre cerveau ne fonctionne pas différemment, il va fonctionner différemment et veut pas, les échanges vont être vraiment différents aussi en tant que tels. Donc, évidemment, c'est sûr que si c'est confidentiel, peut-être faire attention aussi par rapport à ça. Là, je pense à mes collègues qui ont un code de déontologie à respecter. Mais ceci dit, si vous avez justement des réunions plus spécifiques sur des projets, bien, sortir à l'extérieur, de faire en marchant ou juste sur une table de pique-nique, ça fait toute une différence, puis ça ne coûte rien. Puis d'ailleurs, il y a même des espaces de travail collaboratifs qui ont été créés de manière ponctuelle durant l'été. Qui s'appelle Air Commune à Montréal. Il y a des espaces collaboratifs en plein air qui existent maintenant. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas nécessairement l'occasion de pouvoir marcher à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas nécessairement collés sur un parc ou quoi que ce soit, il y a des espaces collaboratifs extérieurs qui existent, là, qui sont chauffés, tout ça. C'est super cool. Je vous invite à justement à les découvrir. Donc, ce sont quelques stratégies pour intégrer la nature davantage dans les différentes sphères de votre vie. Et je vais terminer en fait avec justement, j'enseigne comme à l'AESA en intervention par l'aventure et le plein air et les inscriptions sont jusqu'au mois de juin. Donc, pour ceux et celles qui veulent justement être formés, s'outiller davantage, il reste, dans le fond, ils viennent d'ouvrir des places pour la session à l'automne. Donc, c'est un AEC de spécialisation là, pour les professionnels, autant en éducation qu'en intervention, qui veulent s'outiller en intervention plein air. Et bien évidemment, pour les professionnels, plus de la santé des services sociaux, on a le projet
les pas sortables que je vous présente à l'instant. Et de l'intervention par la nature et l'aventure. Je m'appelle Laura Ducharme, je suis travailleuse sociale et médiatrice familiale accréditée et je suis fondatrice de MyCana, qui offre de la formation et de l'intervention par la nature et l'aventure pour optimiser justement la santé mentale de la population. Le projet Les Pas sortables a pour objectif d'améliorer et d'optimiser la santé mentale des jeunes et de leurs familles qui vivent en contexte de vulnérabilité par le développement de différents projets d'intervention par la nature et l'aventure dans une organisation qui est proche de chez eux, dans leur milieu, en fait. C'est un projet qui s'inscrit dans une approche de proximité et d'empowerment des milieux. Les intervenants qui vont justement bénéficier de ce projet-là pourront avoir des outils pour développer leur projet d'intervention par la nature et l'aventure, ancrés dans leur milieu, leur pratique et qui répond réellement aux besoins des jeunes et des familles qui bénéficient de leur service, en fait. Donc, en d'autres termes, plutôt que de leur donner le poisson, on leur apprend à pêcher. Donc, l'objectif, le projet Les Pas sortables, en fait, c'est un projet qui est structurant, qui a pour objectif de démocratiser cette approche-là auprès des clientèles vulnérables et de collaborer directement avec les acteurs clés du milieu, principalement sur le territoire de la Montérégie. Depuis la réalisation du projet pilote en 2019, en fait, MyCana a Donc, les pas sortables, ça va être, dans le fond, disponible à partir du mois prochain. Donc, le 1er mai, on fait le lancement officiel. Donc, ça va être une formation qui s'adresse aux professionnels. Si vous n'êtes pas nécessairement membre d'un ordre professionnel, c'est possible, effectivement, de pouvoir participer à ce projet-là. On va le déployer sur, évidemment, la région de la Montérégie, mais on a l'intention, effectivement, d'offrir, effectivement, cette formation-là, ce projet-là, ailleurs au Québec, aussi dans les différentes divisions, comme je vous expliquais, là, autant Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, tout ça. Donc, puis bien évidemment, si dans vos milieux, vous souhaitez qu'on puisse offrir ce genre de projet-là ou que vous voulez développer, ça va nous faire plaisir de répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas justement à nous contacter, ça va faire vraiment plaisir. Ceci étant dit, le mot de la fin, comment dire, pour moi, l'intervention par la nature et l'aventure et MyCana, c'est bien plus que juste une entreprise ou un organisme. En fait, pour moi, ça a été vraiment comment je pourrais dire, un projet qui a été très marquant et qui a été un tournant important dans ma vie personnelle et professionnelle. Et aujourd'hui, c'est littéralement un mode de vie, c'est une philosophie de vie. Puis ça m'a permis d'être davantage en cohérence avec mes valeurs, d'être en cohérence aussi avec la nature, de me reconnecter avec elle parce que je m'étais pas mal éloignée d'elle, je dirais, dans les dernières années. Donc, c'est ce que l'intervention par la nature, l'aventure m'a permis. Et ce qui est extraordinaire, comme vous avez pu constater, c'est que la nature, elle est plus proche qu'on le croit et elle peut s'intégrer facilement dans votre vie. Donc, n'hésitez pas effectivement à faire les exercices que je vous ai proposés. Puis, si vous avez des questions, commentaires, insultes, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura, pour cette belle présentation. En fait, j'aimerais ouvrir la période de questions et je vous inviterai aussi à regarder dans le clavardage. Donc, je ne l'ai pas dit, là, il y a des personnes qui se sont ajoutées là, au courant de la présentation. Il y a un cahier du participant qui est dans le clavardage, donc vous pouvez le trouver. Et on vous invite aussi à la CSM Filiale de Montréal, donc à remplir un court sondage d'appréciation en lien au webinaire d'aujourd'hui. Donc, les données qui sont collectées nous aident toujours, évidemment, à vous offrir des webinaires pertinents qui vous intéressent, etc., puis à avoir votre rétroaction. Donc, je l'envoie tout de suite dans le clavardage, le petit sondage. Et comme je l'ai dit, donc s'il y a des questions, je vous inviterai à lever votre main, votre petite main virtuelle dans Zoom. Ou s'il y a des commentaires. Laura, il y a des gens qui se sont exprimés là, dans le clavardage durant ta présentation.
Donc, il y a un projet notamment en Belgique. En tout cas, on voit qu'on est au-delà des frontières là, de Montréal puis du Québec ici. Alors, il y a une question de Charlie. Oui, Charlie. Allô, Charlie. Salut. C'est une question par rapport à l'AEC, là, de ce que je comprends. Toi, tu es formatrice là, à l'AEC d'intervention par la nature. Je me demandais si c'était une formation qui était possible de faire tout en travaillant à temps plein. Oui, très bonne question, Charlie, merci. Oui, en fait, elle a été conçue pour ça. Donc, c'est vraiment à temps partiel et elle se fait entièrement en ligne. Et en fait, il y a 2 expéditions. Donc, la première session, il y a une expédition, on l'appelle l'expédition estivale, mais c'est à l'automne, en fait, souvent. Et c'est 4 jours en autonomie. Donc, on amène les étudiants à vraiment développer je dirais, des habiletés plus techniques en intervention. Donc, fait que le but, c'est vraiment de mettre à niveau un peu tout le monde par rapport à comment monter un campement, comment tout ça, juste pour être sûr et certain que tout le monde est bien outillé par rapport à ça. Et ensuite de ça, à l'hiver, il y a une 2e expédition qui se fait, qui a pour objectif de vraiment développer des habiletés d'intervention. Fait que là, à ce moment-là, c'est là qu'on va vraiment, OK, comment on utilise le contexte d'expédition pour travailler différents objectifs. Donc, fait que oui, c'est vraiment fait pour les professionnels. Tu sais, la plupart de mes étudiants ont souvent là, en haut de 30 ans avec des enfants et c'est tous des professionnels souvent qui ont déjà justement leur milieu de travail. Donc, c'est vraiment pensé de cette façon-là. Et les cours qui sont en ligne, ils sont enregistrés. Vous avez jusqu'à 7 jours pour les visionner. Donc, vous n'êtes pas obligé d'assister aux cours. Vous pouvez réécouter, dans le fond, le cours jusqu'à 7 jours suivant, dans le fond, la date du cours en tant que tel. Je ne suis pas la seule qui enseigne. On est 3 chargés de cours en ce moment qui enseignent. Effectivement, là, Charlie, je vois ta question, les cours sont les soirs. Oui, souvent, les cours sont les soirs parce que effectivement, la plupart de nos étudiants, c'est tous des professionnels qui travaillent dans le jour. Donc, on s'est vraiment adapté en fonction, évidemment, là, de la réalité des professionnels. Dans mes étudiants, j'ai beaucoup des travailleurs sociaux, psychologues, psychoéducateurs. J'ai des animateurs aussi, des éducateurs. J'ai même eu des guides. Et on a des gens de partout à travers le Québec parce que c'est en ligne. Donc, c'est ça l'avantage, sauf pour les 2 expéditions. Et à la fin du programme, en fait, vous devez monter votre projet. Donc, votre projet final, c'est un projet d'intervention plein air que vous implantez dans votre milieu ou dans un autre milieu, tout dépendamment. Il y a des milieux de travail, des fois, qui sont un peu plus fermés, je dirais, là, à ce genre de projet-là. Donc, fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, je dirais voyons, je cherche le terme, excusez-moi, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est pas super pour une conférence, mais tout ça pour dire que vous pouvez vous inscrire dès maintenant, en fait, là, c'est ouvert, fait que c'est ça, et ça commence à l'automne, donc dès septembre, là, ça commence, les cours sont en ligne, et vous avez déjà les dates d'expédition que vous pouvez déjà mettre à l'horaire, sachant qu'on travaille beaucoup avec des professionnels, c'est important de pouvoir demander des congés, justement, pour les 2 expéditions, tout simplement. C'est des expéditions de 4 jours, puis souvent, c'est comme en fin de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, les étudiants reviennent le dimanche, fait qu'ils peuvent commencer leur semaine le lundi, un peu poqués de leur expédition, mais quand même. Ils peuvent quand même continuer à travailler malgré tout. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment fait pour justement des gens qui travaillent en tant que tels. Merci Laura pour la réponse. Puis Charlie a ajouté là, qu'elle a encore plus envie de s'inscrire. Donc, je pense qu'elle est inspirée, oui, par ta présentation et ta réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Je regarde en même temps. Non, il n'y a pas d'autres questions. Ah, je vois qu'il y a dans le chat, avez-vous Ah, oui, je vais le oui, mettre, je vais le mettre, parfait, lire. super. Ça peut être des insultes, des commentaires aussi, là, allez, on est très à l'aise, là, on est là pour ça en tant que tel, là, fait que Oui, puis et moi, je dirais même si vous voulez dire un peu qu'est-ce qui vous amène en fait à vous intéresser aux bienfaits de la nature là, sur la santé mentale, puis à participer à ce webinaire. Je dirais que je pense que Laura et moi, on est tous les deux intéressés là, à savoir là, qu'est-ce qui a pu vous
vous attirez et qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans aussi, si vous voulez partager, évidemment. C'est pas obligatoire, hein? C'est vraiment facultatif, volontaire. Il y a beaucoup de choses à dire, dit Charlie. Bien évidemment, si je me permets, Marie-Ève, peut-être de Bien rajouter. sûr. Tu sais, aujourd'hui, j'ai parlé principalement de MyCana, fait que j'ai eu l'air de faire un peu une présentation Tupperware, là, mais je veux dire, on n'est pas le seul organisme qui fait de l'intervention plein air. Tu sais, chaque organisation a vraiment des expertises qui sont propres à eux. Puis j'en ai mis quelques-uns là, justement dans votre carnet de bord. Puis on est vraiment, tu sais, on n'est pas du tout en compétition là, dans le sens qu'on est vraiment en mode collaboration. On est très inclusif aussi en tant que tel. On n'est pas beaucoup à faire ça, fait que je pense qu'on a tout intérêt à collaborer, mais il y a de plus en plus de projets là, d'intervention plein air qui se fait partout à travers le Québec, que ce soit à visée thérapeutique, éducative ou managériale. Fait que c'est ça. Juste dans la région, bon, pour ceux qui sont plus dans la région de Montréal, on a Face au vent, que ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça, qui sont super inspirants. On a Excito Expérience qui sont plus situés à Trois-Rivières. On a Horizon là, qui sont situés en Gaspésie. Donc, on a vraiment beaucoup de projets dans les dernières années qui se sont développés. Ce sont des super belles entreprises, des super beaux organismes. Puis, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste des approches qui sont différentes en tant que telles, tout dépendamment de qui a fondé ces projets-là. Donc, je vous invite à découvrir, en fait, les organisations qui sont dans votre coin. Puis, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer des questions ou si vous souhaitez développer votre projet aussi, ça va nous faire vraiment plaisir. On en mange, on aime ça en jaser. On en mange au déjeuner, au souper, puis au dîner, là, dans le sens que c'est quelque chose qu'on aime partager sans équivoque là, de ce côté-là. Et puis, même chose au niveau de la formation universitaire. Là, je vous ai parlé de l'AEC parce qu'encore une fois, j'ai un petit peu prêché pour ma paroisse parce que j'y crois beaucoup à l'AEC. Puis je suis très impliquée là, depuis la fondation en fait de ce programme-là. Mais évidemment, il y a l'Université de Chicoutimi qui offre le bac en intervention plein air depuis. Ça fait plus de 25 ans que ça existe, ce bac-là, là, en intervention plein air. Ça ne fait pas de vous des intervenants, mais il y a quand même des cours qui sont intéressants en tant que tels. D'ailleurs, on a eu des stagiaires du BIPA là, qui sont venus justement chez MyCana. Nous, on accueille des stagiaires régulièrement aussi. On a aussi, évidemment, Trois-Rivières qui a son programme, l'UQAM qui a ce programme-là. Moi, je suis une finissante, justement, de l'UQAM. Il y a différents programmes. Il y a les différents cégeps aussi qui offrent des AEC en éducation par la nature, donc plus auprès d'enfance en tant que tel. Il y a plein de programmes en éco-citoyenneté aussi qui ont été développés dans les dernières années avec le Centre R à l'UQAM. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de formations de projets qui sont en plein déploiement. Mais ceci dit, ça m'aurait pris. On serait encore là à minuit si je devais. tout est allé, effectivement, les différents projets qui sont en cours en ce moment-là. J'ai envie d'ajouter, donc dans le clavardage, on a donc Jocelyn Deloyer qui parle de nouvelles formes de thérapie et qui parle aussi des aspects de la transition écologique. As-tu un petit quelque chose à dire par rapport à ça? Parce qu'effectivement, on entend beaucoup, beaucoup parler de changement climatique, de transition écologique, de développement durable. Il y a toutes sortes de termes qui sont utilisés et parfois ça peut porter à confusion et tout. Donc, si tu as un petit quelque chose à dire par rapport à ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, bien, en intervention par nature l'aventure, il y a un courant qui, évidemment, touche tout ce qui est l'éducation relative à l'environnement. Donc, c'est un courant qui, justement, est un peu en phase avec l'intervention plein air, en fait. Et je dirais qu'effectivement, l'éco-citoyenneté, là, c'est comme ça qu'il l'appelle, l'éco-citoyenneté, ça fait partie justement intégrante de l'intervention plein air parce que, veux pas, bien, plus j'apprends à être en connexion ou en relation avec la nature, plus je vais avoir envie de la protéger, plus je vais avoir envie de la préserver, d'en prendre soin en tant que telle. Et dans cette transition-là écologique, je pense que justement, cette connexion-là avec la nature va faciliter en fait cette transition-là. Parce que si je ne comprends pas pourquoi je dois protéger la nature, si je n'ai pas de relation avec elle, bien, souvent, les humains, on va avoir tendance à négliger en tant que tel. Mais si j'ai une relation et que j'y tiens et qu'elle fait partie intégrante de moi, de mon identité, bien là, à ce moment-là, effectivement, je vais vouloir me mettre en action et être un acteur de changement par rapport à cette transition-là. On parle beaucoup d'éco-anxiété, tout ça.
moi, je ne parle pas en termes d'éco-anxiété. Là, au risque de recevoir des roches, là, de me faire garrocher des roches en tant que tel, moi, je ne parle pas en termes d'éco-anxiété. Moi, je parle plus en termes de c'est quoi les déterminants sociaux de la santé qui t'affectent en tant qu'individu et qui mettent un frein en ce moment à ton épanouissement et à ton, comment je veux dire, à ta mise en action par rapport à la planète Terre. Tu sais. Donc, fait que ça va être d'identifier avec la personne, justement. Tu sais, pour moi, l'éco-anxiété, c'est un symptôme de quelque chose qui est plus profond. Et pour combattre ça, ben, c'est de se mettre en action pour faciliter justement cette transition écologique-là et de passer de spectateur à acteur, en fait. Et je pense que tout le monde a ce potentiel-là d'être un acteur de changement au niveau de la transition écologique en tant que telle, qui est nécessaire. Là. On ne peut plus retourner en arrière. D'ailleurs, je vous invite fortement à vous intéresser aux études qui ont été faites par Lucie Sauvé, qui a été, ça a été une de mes enseignantes à l'UQAM. Elle n'enseigne plus maintenant, elle est à la retraite. C'est une femme extraordinaire avec qui j'ai beaucoup connecté. Lucie Sauvé, elle s'est beaucoup intéressée justement au discours qu'on porte sur la nature. Et c'est vraiment intéressant là, ce qu'elle a amené, je dirais, là, via le Centre Air, mais aussi au niveau de l'éco-citoyenneté. Elle est fascinante en tant que telle. Donc, fait que je dirais que oui, il y a cet aspect-là qui est super intéressant à considérer là, au niveau de la transition. Mais c'est ça. C'est un sujet qui est touché parce que il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi par rapport à l'éco-anxiété. C'est sûr que moi, je suis travailleuse sociale, fait que moi, je travaille sur les déterminants sociaux de la santé. C'est mon dada, en fait. Je suis formée pour ça. Moi, je ne travaille pas avec des diagnostics, je travaille avec des déterminants. Je travaille avec l'environnement de la personne. Donc, c'est mon point de vue, effectivement. Fait que je partage mon point de vue. Oui, puis en fait, ça rejoint en fait totalement l'approche de la promotion, hein, de la promotion de la santé mentale, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur les facteurs qui sont protecteurs et qui favorisent en fait une bonne santé mentale, un bien-être en fait individuel et collectif. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle on trouvait que Maïkana était un bel invité pour un webinaire, justement. Donc, quand on parle de déterminants sociaux, ben effectivement, il y a tout cet aspect-là de qu'est-ce qui favorise notre bien-être. Puis, ce que tu dis aussi, Laurent, par rapport au soi et la nature dont tu as parlé plus tôt, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça nous amène à nous questionner sur c'est quoi notre conception de la nature. Puis, c'est quoi notre rapport à elle? Est-ce qu'on est plus dans un rapport utilitaire ou on est plus dans un rapport, OK, mais j'en fais partie, puis comment je peux la protéger, justement? Donc, des belles réflexions. Je suis sûre que les participants, les participantes vont repartir avec ces belles réflexions-là aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait mettre fin au webinaire. Je rappelle à tout le monde que donc, à la CSM filiale de Montréal, on offre des webinaires de façon ponctuelle sur des thématiques variées, souvent des thématiques d'actualité. Donc, on sait que là, le 22, en fait, ça s'en vient, hein, c'est samedi, c'est le jour de la Terre. Donc, c'était une thématique environnementale, justement, en lien à la santé mentale. Mais donc, vous pouvez rester à l'affût de nos prochains webinaires en nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et vous pouvez également donc visiter notre site Internet. Je rappelle aussi, si vous voulez partager donc en fait ce contenu-là, le webinaire, il va être offert en différé hein, dans à peu près 24 heures. Donc, il va être mis en ligne. Vous allez pouvoir, si vous voulez, le partager avec des amis, des collègues, etc. Vraiment, n'hésitez pas à le faire et à faire rayonner aussi Maïkana et l'intervention par la nature et l'aventure. Donc voilà, c'est ce qui mettrait fin à notre webinaire. Et n'oubliez pas de remplir le petit sondage. De toute façon, vous allez recevoir un lien qui va vous donner aussi le lien vers le sondage encore une fois. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, il se trouve dans le clavardage, le petit sondage. Super. On a des beaux remerciements dans la salle, donc je pense que c'est un succès, Laura. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes ce midi. Et ben, on vous dit à la prochaine pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.